Devant nous, au nord, un ray de lumière jaillit, montant vers le zénith. Il avait surgi derrière la montagne déchiquetée vers laquelle nous nous dirigions depuis le matin. Le rayon lumineux transperça une sorte de colonne de brume bleue dont les bords étaient aussi vivement délimités que la pluie tombant des extrémités d'une nuée d'orage. On aurait dit un faisceau de projecteurs pénétrant l'azur, mais ne projetant aucune ombre. Tandis que la lumière s'élevait, les 5 crêtes furent comme soulignées d'un trait noir, et nous vîmes que l'ensemble de la montagne avait la forme d'une main. Silhouettés par l'étrange lueur, les gigantesques doigts des 5 sommets parurent s'étirer, les contreforts eux-mêmes formant une paume levée, comme pour rejeter quelque chose. Le faisceau scintillant resta immobile pendant un instant, puis se brisa en une myriade de petits globes lumineux qui se balancèrent dans les airs et retombèrent lentement. Il semblait chercher quelque chose. La forêt était devenue silencieuse, comme si elle retenait sa respiration. Les chiens se collèrent contre mes jambes. Ils se taisaient aussi, mais je sentais trembler tous leurs muscles. Leurs poils se hérissaient sur la nuque, et leurs yeux, fixés sur les étincelles phosphorescentes tombant lentement, étaient emplis de terreur. Je me tournai vers Star Anderson. Il regardait vers le nord, où, une fois encore, le grand faisceau venait de jaillir. « La montagne en forme de main », dis-je, sans remuer les lèvres. Ma bouche était aussi sèche que si Lao Tenzai avait versé dans mon gosier sa poussière de peur. « C'est la montagne que nous recherchions », me répondit-il sur le même ton. « Mais cette lumière, qu'est-ce que c'est ? Sûrement pas une aurore boréale. Qui a jamais vu une aurore boréale en cette saison ? Il venait d'exprimer mes propres doutes. J'ai comme l'impression, reprit-il, qu'on traque quelque chose là-bas, qu'il s'agit d'une espèce de chasse étrange menée par ces lumières. Bonne chose que nous soyons hors de portée. La montagne semble bouger chaque fois que le faisceau lumineux jaillit. Qu'est-ce que ça cache, Star ? Ça me fait penser à la main de nuages congelés que Shannadur a postée devant la porte des succubes pour les maintenir dans les antres prévus pour eux par Ebli. Il me fit taire d'un geste et tendit l'oreille. Une sorte de chuchotement nous parvenait du nord et très haut au-dessus de nous. Ce n'était pas l'espèce de crépitement de l'aurore boréale, ce bruissement de vent fantôme de l'aube des temps agitant des arbres squelettiques millénaires qui abritaient Lilith. Ce chuchotement posait une question, avidement. Il nous enjoignait de nous approcher de la lumière, il nous attirait. Il y avait dans le son étrange une insistance inexorable. Il étreignait mon cœur avec des milliers de doigts tremblants et peureux, m'emplissant d'un immense désir de m'élancer, de courir, de me plonger dans cette lumière. Ce devait être ce qu'Ulysse avait éprouvé quand il avait été lié à son mât et que tout son être cherchait à se libérer pour obéir au chant cristallin des sirènes. Le chuchotement devint plus fort. « Regarde les chiens !» cria brusquement Star. « Qu'est-ce qu'ils ont ?» Les malamutes couraient en gémissant vers la lumière. Nous les vîmes disparaître sous les arbres. Nous les entendîmes hurler à la mort. Et puis ce son même s'atténua et se tut, et il ne resta plus que le murmure insistant dans le ciel. La clairière où nous avions campé s'ouvrait vers le nord. Nous étions arrivés sans doute à 500 kilomètres, au-delà de la première des grandes boucles du Kuskokwim, qui se jette dans le Yukon. Indiscutablement, nous nous trouvions en terrain vierge. Nous étions partis de Dawson au début du printemps, vers une montagne perdue entre les 5 sommets, de laquelle, le sorcier Athabascan nous l'avait assuré, l'or ruisselait comme de la glaise d'un poing fermé. Il nous avait été impossible de persuader le moindre Indien de nous accompagner. La terre de la montagne de la main était maudite, affirmait-il. La veille au soir, nous avions distingué une montagne au sommet déchiquetée à peine visible, et maintenant, grâce à la vive lumière qui nous guidait, nous comprenions que c'était le lieu même que nous recherchions. Anderson sursauta. Un nouveau bruit étrange se faisait entendre dans le chuchotement, un bruit de pas et de branches dérangées, comme si un petit ours venait vers nous.
Je jetai une brassée de branches sèches sur notre feu, et dans les flammes montantes, je vis quelque chose surgir des fourrés. La créature marchait à quatre pattes, mais pas comme un ours. J'eus soudain l'impression de voir un bébé essayant de gravir un escalier. Les pattes de devant se levèrent et s'agitèrent d'une manière infantile. C'était à la fois grotesque et terrible. Instinctivement, nous saisîmes nos fusils et les rejetâmes aussitôt. Cet être rampant était un homme. Oui, c'était bien un homme. Il se traîna jusqu'à notre feu et s'arrêta. « Sauvé » souffla-t-il d'une voix qui semblait un écho du chuchotement céleste. « Ici, je suis sauvé. Ils ne peuvent pas sortir de l'azur, vous savez. Ils ne peuvent pas vous attraper, à moins que vous leur répondiez « Un fou !» dit Anderson. Puis il s'adressa avec douceur à cette chose brisée qui avait été un homme. « Vous ne risquez rien. Personne ne vous poursuit. »« Ne leur répondez pas, » répéta l'être rampant, « aux lumières, je veux dire. »« Les lumières, » m'écriai-je, la surprise me faisant oublier la pitié. « Que sont-elles ?»« Les êtres de l'abîme, » murmura-t-il. Ayant prononcé ces mots, il tomba sur le côté. Nous nous précipitâmes vers lui. Anderson s'accroupit. « Seigneur, Franck, regarde ça !» Il me montrait les mains de l'homme. Les poignets étaient enveloppés de chiffons, des lambeaux d'une chemise de tissu épais. Les mains elles-mêmes n'étaient que des moignons. Les doigts avaient été repliés dans les paumes et la chair usée jusqu'à l'os. On aurait dit des pieds de petit éléphant noir. Je relevai les yeux pour examiner le corps. L'homme portait à la taille une lourde ceinture de métal jaune, d'où pendait un anneau et quelques maillons d'une chaîne en métal blanc brillant. « Qu'est-ce que c'est que cet homme ?» s'exclama Anderson. « D'où vient-il ? Regarde, il s'est endormi. Et pourtant, dans son sommeil, il essaye de grimper, ses bras et ses jambes remuent, et ses genoux. Comment diable a-t-il pu se traîner sur ses genoux ? En effet, dans son sommeil, l'homme continuait de grimper, si l'on peut dire. Ses bras et ses jambes semblaient animés d'une vie propre, indépendante du corps. Leurs mouvements évoquaient un sémaphore. Si jamais il vous est arrivé de vous trouver à l'arrière d'un train et d'avoir vu les sémaphores se dresser et retomber, vous comprendrez fort bien ce que je veux dire. Soudain, le chuchotement céleste se tut. Le faisceau de lumière retomba et ne rejaillit plus. L'homme rampant s'immobilisa. Un petit jour rose commença à se lever. La brève nuit de l'Alaska était terminée. Anderson se frotta les yeux et tourna vers moi un visage hagard. « Eh bien, s'écria-t-il, tu es pâle comme la mort. »« Pas plus que toi, Star, répliquai-je. C'était absolument horrible. Qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Je pense que la solution de l'énigme est là, » dit-il en désignant la silhouette immobile sous les couvertures que nous avions jetées sur elle. Quel qu'il soit, c'était à lui qu'ils en avaient. Ces lumières n'étaient pas une aurore boréale, Franck. C'était comme l'éclat d'une espèce d'enfer étrange dont les pasteurs ne nous ont jamais menacés. « Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, déclarai-je. Je ne voudrais pas le réveiller pour tout l'or qui ruisselle entre les doigts de ces 5 sommets, ni pour tous les démons qui s'y dissimulent. L'homme dormait d'un sommeil profond, comme le Styx. Nous baignâmes et pensâmes les moignons qui avaient été des mains. Les bras et les jambes étaient aussi raides que des béquilles. Il ne bougea pas, tandis que nous le soignions. Il resta comme il était tombé, sur le flanc, en chien de fusil. J'entrepris de limer la bande de métal qui encerclait la taille du dormeur. C'était de l'or, mais qui ne ressemblait en rien à l'or que je connaissais. L'or pur et mou. Celui-ci l'était aussi, mais paraissait animé d'une vie propre. Il se collait à ma lime et j'aurais juré qu'il se tordait comme une chose vivante quand je l'entamais. Je finis par couper la ceinture, écarter les extrémités et la rejeter loin de moi. C'était répugnant. Toute la journée, l'inconnu dormit. La nuit vint et il dormait toujours. Mais cette nuit-là, il n'y eut pas de faisceau de lumière bleue derrière la montagne, pas de globes incandescents, pas de chuchotement. Le sortilège d'horreur semblait s'être éloigné, mais pas très loin. Anderson et moi, nous sentions que la menace était toujours là,
à l'écart peut-être, mais en attente. Il devait être midi, le lendemain, quand l'homme rampant s'éveilla. Je bondis en entendant sa voix lente, bien modulée. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda-t-il en tournant vers moi des yeux bleus très clairs. « Une nuit et presque 2 jours, répondis-je. Y avait-il des lumières dans le ciel hier soir? Un chuchotement vers le nord? Non. Sa tête retomba sur le sol et il contempla l'azur. Ils ont renoncé alors, dit-il enfin. Qui a renoncé à quoi? Demanda Anderson. Les êtres de l'abîme, répliqua l'homme rampant. Nous le regardâmes avec stupéfaction, et pour ma part, j'éprouvais de nouveau cette espèce d'étrange désir qu'avaient suscité en moi les lumières. Les êtres de l'abîme, répéta-t-il, des choses qu'un démon du mal a créées avant le déluge et qui ont échappé, je ne sais comment, à la vengeance du bon Dieu. Il m'appelait, conclut-il avec simplicité. Nous nous regardâmes, Anderson et moi, et la même pensée nous vint. « Non !» reprit l'homme rampant, en nous devinant. « Je ne suis pas fou. Donnez-moi un peu d'eau à boire, très peu. Je vais bientôt mourir. Voulez-vous m'emmener aussi loin que possible vers le sud, avant que je meure? Et ensuite, voulez-vous préparer un feu et brûler mon corps? Je veux disparaître de telle façon qu'aucune de leurs ruses infernales ne puisse me ramener vers eux. Vous le ferez quand je vous aurai tout dit, ajouta-t-il en voyant notre hésitation. Il but un peu de cognac étendu d'eau que nous portâmes à ses lèvres. Mes bras et mes jambes sont morts, et je le serai bientôt, murmura-t-il. Ils ne m'ont pas raté. Maintenant je vais vous dire ce qu'il y a derrière cette main. L'enfer. Écoutez, je m'appelle Stanton, Sinclair Stanton, sorti de Yale en 1900, explorateur. Je suis parti de Dawson l'année dernière pour chercher 5 sommets qui se dressaient comme une main dans une région hantée et d'où l'or ruisselait. C'est ce que vous cherchez aussi, je m'en doutais. L'année dernière, vers la fin de l'automne, mon compagnon est tombé malade. Je l'ai renvoyé avec quelques Indiens. Un peu plus tard, mes Indiens ont découvert ce que je recherchais. Ils se sont enfuis, m'ont abandonné. J'ai tenu bon, me suis construite une cabane, j'ai hiverné avec mes provisions. Je n'ai pas trop souffert, l'hiver était assez doux, si vous vous souvenez. Au printemps, je suis reparti. Il y a 15 jours environ, j'ai aperçu les 5 sommets, mais pas de ce côté-ci, de l'autre. Vous avez encore un peu de cognac? J'ai fait un trop grand détour, reprit-il. Trop au nord, je suis revenu sur mes pas. De ce côté, on ne voit rien, rien que de la forêt jusqu'à la base de la main, mais de l'autre... Il se tut pendant quelques instants. De l'autre côté, il y a aussi la forêt, mais elle ne monte pas si haut. Non, j'en suis sorti. J'ai vu une vaste plaine, s'étendant devant moi sur des kilomètres. Elle paraissait aussi aride, aussi vieille que le désert qui entoure les ruines de Babylone. Et au bout, les pics se dressaient. Entre eux et moi, dans le lointain, il y avait comme une espèce de mur de rochers ou de digues. Et puis, j'ai trouvé la route. La route? S'exclama Anderson stupéfait. Une route, oui, une route bien pavée, bien unie, qui filait tout droit vers la montagne. Oh oui, c'était bien une route, et usée comme si des millions et des millions de pieds l'avaient foulée depuis des millénaires. De chaque côté, il y avait du sable et des tas de pierres. Et au bout d'un moment, ces pierres m'intriguèrent. Elles étaient taillées, et la forme des tas me fit penser qu'autrefois, il y a 100 000 ans, elles avaient été des ruines de maisons. Elles semblaient très anciennes, elles évoquaient le travail de l'homme, et en même temps, elles donnaient une impression d'antiquité immémoriale. Les sommets se rapprochaient. Les amas de ruines devenaient plus nombreux. Quelque chose d'infiniment désolé planait sur ces pierres, quelque chose de sinistre, qui serrait le cœur comme une caresse de fantômes si vieux qu'ils ne pouvaient être que des spectres de spectres. Je poursuivis mon chemin.
Je voyais maintenant que ce que j'avais pris pour des collines, à la base de la montagne, était en réalité un amas de ruines plus important. La montagne de la main était beaucoup plus loin. La route traversait ces ruines et passait entre deux rochers immenses qui formaient comme un portail. L'homme rampant s'interrompit. Ses mains s'agitèrent comme pour grimper et des gouttes de sueur perlèrent à son front. Au bout d'un moment, il se calma et sourit. « C'était bien une porte, poursuivit-il. Je l'atteignis, je la franchis, et je tombai de tout mon long, en me cramponnant au sol dans ma terreur, car je me trouvais sur une large plateforme de pierre. Devant moi, il n'y avait rien. Imaginez le grand canyon du Colorado, 3 fois plus large, vaguement circulaire, dont le fond se serait effondré. Voilà à peu près ce que j'avais sous les yeux. J'avais l'impression de plonger mon regard dans une abysse d'infini où rouleraient des planètes. Au-delà de l'abîme se dressaient les 5 sommets, comme une main gigantesque levée en avertissement. Les rebords du gouffre s'élevaient tout autour de moi. Mon regard plongeait à une profondeur de 300 mètres environ, et là, une épaisse brume bleue cachait tout, comme ce bleu que l'on voit s'amasser autour des hautes collines au crépuscule. Mais l'abîme, c'était terrifiant, aussi effroyable que le ranalac des Maoris qui se creuse entre les vivants et les morts, que seules les âmes récemment libérées peuvent franchir, et qui ensuite n'ont plus de force pour revenir en arrière. Je reculais du bord de ce ravin sans fond et me relevais tremblant et affaibli. Je m'appuyais d'une main contre un des rochers du portail. La pierre était gravée. Il y avait là la silhouette d'un homme au dos tourné, les bras levés au-dessus de sa tête, et entre ses mains, il paraissait porter une espèce de disque solaire avec des rayons. Il y avait des symboles sur ce disque qui me rappelèrent l'écriture chinoise. Mais ce n'était pas du chinois, non. Ces caractères avaient été tracés par des hommes plusieurs millénaires avant que la Chine naisse de la poussière des temps. Je regardais le rocher opposé. Il portait les mêmes gravures. Chacune des silhouettes était coiffée d'un curieux chapeau à visière. Les rochers eux-mêmes étaient triangulaires et les images gravées du côté le plus proche de l'abîme. Le geste de ces silhouettes semblait en interdire l'accès. Je m'approchai. Derrière les mains levées et les disques, je distinguais vaguement des formes vagues innombrables et une multitude de globes. J'eus soudain la nausée. Je venais d'avoir l'impression, le pressentiment plutôt, qu'il s'agissait là d'énormes sangsues debout. Leur corps gonflé semblait se dissoudre et reparaître pour s'effacer à nouveau, toutes sauf les globes qui représentaient leur tête et qui restaient très nets. Ils étaient incroyablement répugnants. En proie à cette nausée inexplicable, je m'allongeai sur la plateforme. Et alors, je vis l'escalier qui plongeait dans l'abîme. « Un escalier !» m'écriai-je. « Oui, un escalier !» reprit l'homme rampant avec une patience infinie. Il me parut non pas taillé dans le roc, mais plutôt construit dans le rocher. Chacune des marches devait être longue de 7 mètres et large de 2. Elle descendait de la plateforme et disparaissait dans la brume bleue. « Un escalier !» murmura Anderson sans pouvoir y croire, construit dans la paroi d'un précipice et menant dans un gouffre sans fond.